Je vous propose ce soir quelques réflexions sur la notion de mérite. Voilà, c'est un mot que nous employons couramment. On parle fréquemment d'élèves méritants, enfin fréquemment si on veut, d'élèves méritants. On peut dire aussi que quelqu'un a mérité une bonne correction. Bref, c'est un terme un peu passe-partout qui attribue des louanges ou des blâmes en fonction de la valeur de l'action, des efforts ou du manque d'efforts d'un individu. Voilà. Alors cette notion de mérite, elle a donc d'abord un caractère moral. Par exemple, quand à l'école on parle d'un élève méritant, c'est un élève dont on reconnaît qu'il a fait des efforts, que dans des circonstances difficiles, il ne s'est pas laissé abattre par l'adversité, qu'il a réussi à, en dépit de résultats qui peuvent être éventuellement tout à fait discutables, il a fait tout ce qu'il fallait pour essayer de réussir ce qui lui avait été demandé. Voilà ce que c'est qu'un élève méritant. On lui accorde donc une valeur particulière. Alors, évidemment, jadis, on ne lui aurait pas donné les félicitations à notre élève méritant, parce que ses résultats ne sont pas excellents, mais on l'aurait encouragé à persévérer dans cet effort, en lui donnant des encouragements en conseil de classe. Voilà. Il s'agit donc bien d'une valeur morale. De la même façon, on va dire que quelqu'un mérite une bonne correction, parce que son acte est si mauvais, que normalement, on aurait dû lui infliger une punition, et que s'il la reçoit, eh bien, elle est bien méritée. Voilà. Cette notion de mérite est donc essentiellement une notion qui porte sur un jugement moral qui peut éventuellement se traduire par des paroles, par des actes, mais c'est d'abord un jugement moral porté sur quelqu'un. Voilà. Qu'est-ce qu'on présuppose dans ce jugement moral? On présuppose qu'il est au pouvoir de chacun de bien faire ou de mal faire. On suppose donc une liberté fondamentale du sujet. L'élève méritant est méritant parce que tout simplement, lui, il a fait les efforts qu'il pouvait faire et que le flemmard du fond de la classe, lui, n'a rien fait de ce qui lui était demandé. Et à l'un comme à l'autre, là, il était loisible de travailler ou de ne pas travailler. De la même manière, celui qui fait le mal mérite une correction parce qu'on le suppose responsable du mal qu'il a commis et non pas parce qu'il aurait été déterminé à faire le mal. Si vous décidez de mettre un voyou au banc de la société, c'est parce que vous pensez qu'il lui était possible de ne pas être un voyou. Donc, derrière cette notion de mérite, il y a quelque chose de plus fondamental qui est supposé, qui est la liberté du sujet de pouvoir agir ou de ne pas agir, bien ou mal. Voilà, cette notion donc est essentiellement morale. Bon, alors, on pourrait en discuter, hein. Parce que si vous êtes, je ne sais pas, par exemple, un disciple de Saint-Augustin, eh bien vous allez imaginer que le mérite éventuel que vous avez ne vous appartient pas. Vous êtes méritant parce qu'au fond, Dieu vous a fait la grâce d'être méritant, et donc le mérite ne vous revient pas à vous, mais il revient à Dieu. On peut trouver une version moins théologique de cette histoire, c'est de penser qu'au fond, les individus sont déterminés par des circonstances qui leur échappent. Alors, ça peut être la loterie des dons naturels, après tout. Il est possible que nous ne soyons pas tous égaux à la naissance et que l'organisation de notre cerveau soit en partie héréditairement déterminée. Héréditairement, je n'ai pas dit génétiquement, c'est pas tout à fait la même chose. Mais en tous les cas, qu'il y ait quelque chose en nous. Et puis après tout ce qui nous arrive, nous ne l'avons pas mérité. Celui qui agit bien parce qu'il a été bien élevé, parce qu'il est tombé dans une bonne famille, eh bien celui-là n'a pas de mérite particulier, puisque le mérite reviendrait plutôt à ses parents, à sa famille. Et puis inversement d'ailleurs, on pourrait dire que celui qui exerce sa liberté pour surmonter les conditions défavorables dans lesquelles il est né, eh bien celui-là aussi n'a peut-être pas mérité son mérite, puisque c'est des circonstances de caractère, et parce que, comme nous le savons, l'éducation produit des effets qui, généralement, sont imprévisibles. Des circonstances difficiles peuvent, par exemple, amener quelqu'un à faire valoir des capacités que, tant de circonstances plus faciles, il n'aurait pas été amené à faire valoir. Voilà. Et donc, dans cette histoire, que ce soit pour des raisons religieuses, Dieu nous fait la grâce, ou pour des raisons sociales, psychologiques, biologiques, ou tout ce qu'on veut, la notion de mérite est une notion
imprécise et fort discutable. Au fond, on pourrait dire avec John Rawls que personne n'a mérité d'être méritant. Voilà. Et que par conséquent, le mérite ne peut pas être un critère de jugement. Voilà. Alors, si on se place sur le strict plan moral, nous voilà dans l'indétermination. Reste à savoir maintenant si le mérite n'est pas, au-delà de la valeur morale, une valeur sociale. Par exemple, quand Aristote considère que le principe de la justice distributive, c'est à chacun selon son mérite, et que donc celui qui mérite le plus obtient le plus, et celui qui mérite le moins obtient le moins, il donne un critère qui n'est pas simplement un critère de jugement moral des individus, mais un critère social. Ce critère social, nous l'avons repris très largement dans la conception républicaine, ce qu'on appelle la méritocratie, à la différence de l'aristocratie. La méritocratie, c'est récompenser le mérite. Et après tout, un bon élève mérite d'accéder à une grande école qui lui donnera la possibilité d'occuper des fonctions élevées dans la société, et ça ne sera dû qu'à son mérite et non pas à sa naissance ou à d'autres circonstances extérieures, par exemple sa fortune ou je ne sais quoi encore. Voilà. Alors là, on est passé sur un autre plan. Est-ce que le mérite, valeur morale éminemment discutable, peut devenir aussi un critère social? Alors, Aristote, si je reviens à lui, dit, bah oui, chacun selon ses mérites, c'est très bien, mais il dit, généralement, on ne s'entend pas sur ce que c'est que le mérite. Quand je parle de la méritocratie républicaine, nous nous entendions, parce que je crois que ce n'est plus vrai aujourd'hui, nous nous entendions sur le mérite qu'il y a à bien travailler à l'école, à surmonter tous les obstacles, à faire preuve de courage, de régularité, d'honnêteté, de sens du travail bien fait, et puis également de s'instruire et de posséder une grande culture. Voilà, ça c'est un mérite. Bon, et ça vous donnait accès aux très grandes écoles de la République, de laquelle sont issus la plupart de nos élites, ceux qui ont été choisis en fonction de leur mérite. Voilà. Alors, cette notion-là, Aristote dit, mais il y a d'autres conceptions du mérite. Par exemple, pendant très longtemps, on considérait que le fait d'être bien né est un mérite. L'aristocrate mérite d'être officier dans l'armée, alors que le manant, fût-il courageux et un excellent soldat, ne mérite pas d'être officier. On sait que cette question, par exemple, avait été débattue avant la Révolution française, quand il s'agissait de savoir si les membres du tiers-État pouvaient accéder aux fonctions d'officier dans l'armée. Et l'aristocratie, la couche supérieure de la société, s'était battue becs et ongles pour empêcher qu'une telle chose advint un jour. On a d'autres conceptions du mérite. En tout cas, Aristote est quand même, après avoir dit chacun selon son mérite, voilà la bonne clé de distribution des positions, des revenus, des honneurs, mais il dit le problème c'est qu'on ne s'entend pas sur le mérite. Voilà. Par exemple, à l'école, en vérité, au-delà des jugements moraux concernant les élèves méritants, et puis concernant les flemmards qui ne font rien au fond de la classe près du radiateur, au-delà de ces jugements moraux, l'école, en réalité, ne récompense pas le mérite, mais elle récompense la réussite scolaire, ce qui n'est pas exactement la même chose. Après tout, celui qui a des dons, on va imaginer qu'il y ait des dons, c'est sans doute vrai d'ailleurs, celui qui a des dons réussit, et donc il va être couronné. Mais quel mérite il a? Il suffit de lui parler, il a tout enregistré. Quel mérite a-t-il? Il n'a pas besoin de travailler, cet élève-là. Et pourtant, il va être récompensé. D'ailleurs, on va lui donner des félicitations. Et les concours étant anonymes, au jour du concours, le méritant et l'élève brillant qui ne mérite rien vont se retrouver à égalité sur la ligne de départ. Et en général, c'est l'élève brillant qui ne mérite rien qui va gagner. Et donc, notre méritocratie n'est pas si méritocratique que ça, puisqu'en réalité, notre méritocratie sanctionne plus les dons, plus les avantages acquis, plus un certain nombre d'autres choses que le mérite à proprement parler. Voilà. Et c'est pour ça, par exemple, que John Rawls, lui, refuse cette idée que la justice soit la distribution des mérites des individus, parce que, dit-il, cette notion de mérite est totalement indéterminée et totalement injustifiée. Alors, une fois qu'on a dit tout ça, nous voilà bien embêtés, parce que nous savons en même temps que nous ne pouvons pas
nous passer d'une certaine classification sociale, d'un certain nombre d'attributions de jugement de valeur concernant les individus. Je donne un exemple, par exemple. Vous préférez certainement aller voir un médecin brillant qui n'a peut-être pas eu de mérite à devenir un médecin brillant, mais qui était tout bon parce que, je sais pas moi, il est né dans une bonne famille, parce qu'il avait des dons particuliers, à un médecin méritant mais moins brillant. Hein, voilà. Et donc nous préférons, quand nous avons besoin d'avoir recours à de telles sélections, nous préférons la réussite effective au mérite, indépendamment de ce que nous pensons par ailleurs sur le plan moral. Donc il est clair qu'il n'est pas très facile de transférer la notion de mérite telle qu'elle existe au plan moral à la notion de mérite comme critère social. Voilà. Alors, pourtant, il faut bien qu'on trouve des bonnes raisons à notre sélection sociale. Alors, nous pouvons écarter des mauvaises. Par exemple, nous sommes généralement d'accord pour dire que l'argent, la naissance ne sont pas des mérites. Ça, c'est la conception démocratique. Cette conception démocratique est relativement peu partagée. Par exemple, les riches savent très bien faire en sorte de ne pas se retrouver à égalité avec les pauvres sur toute une série de questions. Et par exemple, les riches se débrouillent pour que leurs enfants méritent d'aller dans des grandes écoles spécialisées. Par exemple, l'école alsacienne de Paris, pour y faire valoir tous leurs mérites et pas se retrouver encombrés par la présence de toutes sortes de manants, de pauvres qui fichent le bazar en classe et qui empêcheraient que tous les talents de leur progéniture géniale ne puissent s'exprimer. Voilà. Et donc, généralement, les classes supérieures n'aiment pas cette égalité méritocratique et préfèrent que leurs enfants méritent une meilleure éducation que les autres, que le commun des mortels. Hein, à commencer par les ministres de l'Éducation nationale, comme c'est bien connu, qui ont un discours en tant que ministre, un discours à destination des pauvres, hein, et qui par ailleurs se débrouillent pour que leurs enfants bénéficient de conditions tout à fait particulières et échappent au régime de l'égalité. Voilà. Alors, si je mets ça de côté, d'un point de vue démocratique, il est clair que nous préférons que la sélection se fasse sur le mérite. Nous préférons que tous les enfants aient un accès égal à l'éducation et qu'ensuite que le meilleur gagne. Voilà. Bon, donc de ce point de vue-là, un enseignant est obligé, ou s'il ne le fait pas, alors il a complètement négligé ses devoirs. Un enseignant est obligé, évidemment, de classer les élèves et de leur attribuer un peu arbitrairement un mérite. Il va mettre 20 à une excellente copie, indépendamment du fait que l'élève ait mis une demi-heure ou 2 heures pour la faire, et puis il va mettre 5 à une très mauvaise copie, indépendamment du fait que l'élève ait passé plus de 2 heures, essuyé 100 € et n'ait pas réussi sa copie. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas le choix, tout simplement. Parce que nous savons que le meilleur moyen d'encourager ceux qui ont des difficultés, c'est de donner des récompenses et de récompenser à chacun selon ce qu'on va appeler son mérite, mais qui est en fait chacun selon sa réussite, en présupposant que chacun est capable de réussir. C'est une présupposition qui n'a aucun caractère absolu. Voilà. Alors, du point de vue social, donc, le mérite est une notion qui est à la fois indispensable. Je crois qu'on ne peut pas s'émanciper de cette notion. On sait bien qu'il ne faut pas donner la même chose à celui qui travaille et qui se décarcasse, et à celui qui ne fait rien et qui attend simplement que ça lui tombe tout rôti dans la bouche. Et en même temps, nous savons que cette notion est discutable, elle est fragile, elle est moralement soumise à des problèmes complexes, et nous devons donc essayer de naviguer entre cette conception morale un peu problématique et cette conception sociale du mérite tout aussi problématique.